Bonjour et bienvenue à cette classe de maître. Mon nom est Audrey Bonin, je suis directrice développement des affaires innovation chez Investissement Québec. Aujourd'hui, sujet fort intéressant, on va parler ensemble de productivité durable et vous avez été nombreux à répondre à l'appel puisqu'on a reçu près de 600 inscriptions. Alors, merci à tous de vous être connectés avec nous ce matin. L'objectif, prendre des actions pour pouvoir intégrer le développement durable dans nos activités manufacturières, les activités de nos entreprises et de rendre ça rentable. Le développement durable, ce n'est pas nécessairement un centre de coût quand on s'y prend habilement. Pour nous en parler aujourd'hui, on est avec Norbec, entreprise phare du Québec. Donc, j'ai le plaisir d'être avec Alexandre Bellil. Bonjour. Allô, Alexandre, merci d'être là. Alexandre, tu es vice-président innovation développement durable Exact. chez Norbec. Oui. Et tu es accompagné de Marie-Lou. Enchantée, bonjour. Allô, Marie-Lou, merci d'être là. Marie-Lou Leclerc, spécialiste marketing produit. Oui, produit marketing. Donc, on a un horaire assez chargé. Les gens de Norbec sont super généreux, vont nous raconter toute leur histoire autour du développement durable. Avant d'entamer notre discussion, pour les gens qui se joindraient à nous pour la première fois, je voudrais juste vous partager quelques petits éléments sur la plateforme. Donc, tout au long de l'émission ou de notre conversation, vous pourrez poser des questions. Il y a une petite fenêtre sous l'écran des présentateurs où vous allez pouvoir poser une question. Celles-ci seront poussées au cours de l'événement et nous y répondrons à la fin dans la période de questions. Également, on veut rendre ça un petit peu interactif. Donc, il y aura des questions interactives qui vous seront poussées. Celles-ci apparaîtront, si je ne m'abuse, à la droite de votre écran et vous allez pouvoir choisir le choix de réponse qui vous convient le mieux. Les réponses sont anonymisées, donc on ne voit pas qui a répondu quoi à l'écran. Donc, soyez sans crainte pour ça. Sans plus tarder, je dirais, allons-y. Alexandre? Oui. Je pense qu'on a des gens qui nous écoutent aujourd'hui qui ont peut-être travaillé dans la restauration rapide ou on peut penser peut-être à un Subway, McDo, IW, Tim Hortons, dans des épiceries, merci Marie-Lou, qui ont peut-être déjà vu vos produits. Oui. Mais peu de gens vont les acheter dans leur vie personnelle. Tout à fait. Qu'est-ce que ça fait Norbec? Donc, Norbec, on est le plus gros manufacturier canadien de panneaux métalliques isolants puis de chambres froides. Donc, les panneaux métalliques isolants, ça va être utilisé dans l'enveloppe de bâtiments, des bâtiments industriels commerciaux. Exact, comme ça. Donc, industriels commerciaux, ça va être utilisé aussi dans les usines alimentaires. Donc, ça a plusieurs usages. Puis, les chambres froides, on va les voir dans la restauration, dans l'industriel, dans l'institutionnel aussi, donc les hôpitaux, les écoles. Norbec, là, on se spécialise vraiment dans la fabrication de solutions de solutions isolées haute performance. Donc, on utilise les produits qu'on fabrique, là, c'est de l'isolant à base de polyuréthane ou de polyisocyanurate, qui est comme un polyuréthane, puis qui offre des valeurs isolantes qui sont très, très, très hautes, donc très performantes, avec un coût qui est quand même raisonnable là, avant de tomber dans une autre gamme d'isolants encore plus flyés. Norbec, on a 3 sites manufacturiers, donc deux au Québec, un à Boucherville, qui est le siège social, un à Saint-Hyacinthe, puis une nouvelle usine qu'on a ouverte il y a 2 ans à Strathroy, en Ontario, qui est pas loin de London. Puis on a vraiment des ambitions nord-américaines là, comme joueur dans l'industrie. 420 employés dernièrement, là, on tourne aux alentours de 420 employés qui travaillent dans le groupe, là, dans les différents sites et aussi sur nos territoires de vente. Je pense qu'on a quelques petites slides qui pourraient nous montrer là, un visuel de... Oui, donc là, c'est notre usine de Saint-Hyacinthe qu'on voit, là, donc une usine de fabrication de panneaux métalliques isolants. Puis on avait aussi quelques petits projets. Là, on parlait d'épicerie, on parle de restauration ici, je pense. Exactement. Projet fort pour les gens de la Rive-Sud, Oui. Molson. Oui, Molson Coors, qui était un des sites qu'on a fabriqué là, il y a quelques années déjà avec certains de nos partenaires installateurs, puis qu'on a développé des produits spécifiquement pour ce bâtiment-là, d'ailleurs. Donc, vous travaillez dans la R&D, là, en continu. Oui, continuellement. On développe... on va lancer de 1 à 2 produits par année de différentes grosseurs. Des fois, c'est des petits ajustements, des petites améliorations. Des fois, c'est des plus gros produits. Là. Comme on est en train de travailler une gamme de panneaux de toiture qui va être lancée dans les prochains mois.
Puis, si on revient là, au thème de la journée, productivité durable, c'est important là, de comprendre la réalité des produits. Qu'est-ce qui est à l'origine de réflexions là, sur le développement durable? Vous avez parlé du polyuréthane. J'imagine qu'on y réfléchit. Effectivement. Donc, ça part de où? Bien, ça part que, fondamentalement, le polyuréthane, ça a plein de belles qualités. Ça contribue à faire des bâtiments qu'on appelle les bâtiments durables par ses performances. Par contre, ça a le désavantage d'être un matériau qui ne se recycle pas en fin de vie. Donc, puis là, on parle de fin de vie, mais aussi au cours du processus manufacturier, donc les rejets de fabrication, les retailles qui ne sont pas utilisés sur les chantiers de construction, parce qu'il y a des coupes, on va couper ces panneaux-là, puis en fin de vie, quand le bâtiment est démonté. Donc, ce polyuréthane-là, on doit faire quelque chose avec, parce que sinon, bien, actuellement, ce qui se passe, c'est qu'il est envoyé en enfouissement. Il y a des coûts associés. Et il y a des coûts pour l'enfouissement, bien entendu. Donc, nous, on se tient à jour de qu'est-ce qui se passe dans l'industrie. On va aller s'inspirer de ce qui se passe en Europe, s'instruire aussi sur c'est quoi les normes, les changements réglementaires. Puis on voit qu'en Europe, ce qui prend de plus en plus de place, c'est vraiment la réglementation qui force les entreprises à prendre responsabilité de leurs produits en fin de vie utile. Donc, ce que ça veut dire, c'est que l'entreprise ne peut plus juste créer des produits puis se dire, bien, c'est pas mon problème une fois que ça sort de mon usine. C'est ton problème jusqu'à temps que, pour toujours, finalement. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que dans une optique que cette réglementation-là, un jour ou l'autre, va traverser l'océan, va s'en venir en Amérique du Nord, au Canada, nous, on veut être prêts pour répondre à ça. Puis ça a vraiment motivé notre réflexion à débuter une démarche en développement durable chez Norbec. Fait que c'est l'idée de départ qui a été amenée dans le comité de direction, avec la haute direction, qu'on s'est dit, hey, on peut-tu commencer à s'intéresser un peu à qu'est-ce qu'on peut faire d'autre en termes de développement durable, considérant qu'aujourd'hui, notre mission, c'est de contribuer à un monde durable par la fabrication de solutions isolantes haute performance. Bien, c'est beau la fabrication, mais après ça, il faut vivre cette mission-là, puis il faut le pousser plus loin. Donc, c'est ça qui a initié la réflexion. Avez-vous pensé peut-être à utiliser des matériaux biosourcés en remplacement du polyuréthane? Oui, bien en fait, oui, puis il y a des options. Il y a différentes options. Ça peut être des isolants différents, puis ça peut être des isolants chimiques biosourcés. Les isolants qui sont biosourcés, qui ne sont pas transformés en chimie, reste que ça va souvent être des produits qui sont moins performants. Moitié moins isolante souvent. Puis c'est un produit qui est excessivement normé en termes de résistance au feu, dégagement de fumée, bon, toutes ces choses-là. Donc, on doit quand même respecter certains barèmes là, pour s'assurer qu'on assure la sécurité des occupants. Puis ces isolants sont souvent un peu moins performants. Okay. De règle générale. Là, je généralise, là, mais il y a des exceptions, mais... Puis de l'autre côté, bien, les isolants, des polyuréthanes biosourcés existent, mais c'est quand même nouveau. Donc, il faut passer à travers toute la chaîne de certification. Puis, il n'empêche qu'à la fin, ce qui se passe, c'est qu'on a un isolant. C'est encore du polyuréthane. Il faut faire de quoi avec. T'sais. Donc, ce que j'entends, c'est que le polyuréthane, d'une manière ou d'une autre, est quand même là pour rester encore un certain moment là, dans notre paysage industriel. Oui, puis c'est tout le temps dur un peu pour un manufacturier comme nous de dire, je suis pas en train de parler contre le polyuréthane, je suis en train de dire qu'il faut mettre l'effort pour développer les solutions pour le futur, mais reste que c'est un incontournable aujourd'hui sur le marché, puis ça l'aide à gérer beaucoup de problèmes en termes d'efficacité énergétique des bâtiments aussi, là, par sa capacité isolante. Non, puis j'entends bien, Alexandre, donc on a besoin du polyuréthane, on lance le fait que malheureusement, à l'heure actuelle, il n'y a pas de solution en fin de vie. Tu sais, ce que j'entends avec ce que tu nous as mentionné sur la réglementation européenne, c'est que pour intégrer le développement durable dans nos activités au quotidien, ça nous prend une motivation, ça prend un objectif d'affaires, un objectif stratégique. Puis pour Norbec, ce que j'entends, c'est qu'on veut se préparer pour l'avenir. Oui. On le sait qu'il y a quelque chose qui va s'en venir, on ne sait pas quand, mais c'est sûr que ça va arriver, puis on veut être prêt, on veut réagir à cette disons, je veux dire menace, là, pour prendre les termes des tableaux SWOT, là, mais à cette menace-là qui pourrait survenir. Donc, on veut se positionner pour l'avenir, mais pour une autre entreprise, ça pourrait être des objectifs tout à fait différents. On pourrait vouloir diminuer son coût énergétique. Dans certains cas, ça peut devenir super rentable. On peut aussi vouloir revoir sa conception de produit
pour y intégrer le développement durable et réduire son empreinte écologique. Comme tu as dit, en Europe, on est un manufacturier responsable de son produit jusqu'à la fin de sa vie. Peut-être que ça peut devenir intéressant pour une entreprise de revoir sa conception de produit et faire en sorte qu'en fin de vie, on a moins cette problématique-là parce que l'enjeu va venir pour tout le monde, là. Oui. On pourrait aussi peut-être vouloir réduire son besoin en matières premières ou revoir ses chaînes d'approvisionnement. On oublie souvent que le voyage que nos intrants font compte aussi dans l'empreinte écologique de notre entreprise. Donc, ça peut faire partie de nos réflexions. Puis ici, shameless plug, acheter local. Donc, il y a plein d'opportunités qui sont à la portée de toutes les entreprises du Québec pour pouvoir implanter le durable dans leurs activités et que ce soit rentable. J'aurais envie aujourd'hui de vous poser une question pour savoir, vous, là, à la maison, pour gagner en productivité durable, de quoi est-ce que vous auriez besoin? Bon, de financement, d'identifier les procédés à moderniser pour que ce soit rentable, de mieux gérer vos rejets ou déchets, de trouver ou implanter des bonnes technologies, d'améliorer ses produits ou, je ne sais même pas par où commencer, qu'est-ce que je fais comme première étape? Donc, je vous invite à répondre à la question. On va voir les résultats apparaître à l'écran. Donc, on va vous laisser encore 2 ou 3 petites secondes pour que vous puissiez y répondre. C'est toujours stressant ce que les gens vont avoir besoin. Donc, on a quand même... oui, voilà. Donc, ça continue de monter. Donc, beaucoup de gens voudraient avoir une première étape. Je pense, Marie-Lou, tu vas avoir des réponses peut-être pour ces gens-là. Identifier des produits à moderniser pour que ce soit rentable. La rentabilité, je pense, est au cœur des réflexions. Norbec, vous ne faites pas exception. Là. On veut absolument que ça ait un impact sur le bottom line. Ça n'empêche qu'on est une entreprise manufacturière. On est là pour faire de l'argent. Exact. Il faut que ça fitte dans le cadre financier d'une entreprise. Avant de revenir au polyuréthane, je voudrais juste qu'on mentionne rapidement, étonnamment, le financement n'est pas tant le problème pour les gens. Donc, on veut vraiment identifier, mieux prioriser nos projets. Donc ça, c'est super intéressant. Merci beaucoup pour vos réponses à tous. On aura une prochaine question interactive un petit peu plus tard dans l'événement. Maintenant, revenons au polyuréthane. C'est un produit, comme on l'a dit, on peut peut-être remontrer, Marie-Lou, l'exemple. C'est un produit qui cause des maux de tête à beaucoup d'entreprises au Québec. Oui. Est-ce que vous avez déjà considéré, regardé comment on pourrait se débarrasser du polyuréthane ou minimalement peut-être le réutiliser dans d'autres contextes? Oui, en fait, tout à fait. On s'est regroupé avec certaines autres entreprises québécoises pour un peu se poser cette question-là puis voir c'est quoi les avenues potentielles du polyuréthane. On a travaillé ce projet-là avec Investissement Québec, là, qui était un partenaire très important pour coordonner l'effort de groupe puis aussi s'assurer que la confidentialité des données était présente. Mais l'objectif de cet exercice-là, il y avait plusieurs objectifs. Premièrement, c'est de faire un inventaire avec le plus d'exactitude possible de combien ça ressemblait à quoi l'inventaire du polyuréthane au Québec, les types de polyuréthane, qualifier les déchets aussi. Bon, on pourrait rentrer dans le détail, c'est quand même un beau travail qui a été fait, là. L'autre volet, c'est de regarder c'était quoi les technologies de sortie. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec le polyuréthane pour diminuer son impact environnemental. Puis, donc, les technologies ont été évaluées en fonction de leur maturité, de leur accessibilité. Puis, ça donne un peu des idées maintenant aux entreprises qui ont participé de savoir, c'est quoi la prochaine étape de ça. Donc, ce que je comprends, c'est que dans le contexte ici, Investissement Québec a agi à la fois comme expert technique et comme entremetteur pour, disons, consolider peut-être des efforts sur le polyuréthane. Oui, tout à fait. Moi, j'ai découvert dans cet exercice-là, on a une belle expertise au Québec en polyuréthane. Oui, Investissement Québec. On a un des partenaires du groupe qui est Pursphera, là, qui est très, très connaissant en la matière aussi, là, surtout au niveau de la fin de vie des produits puis la revalorisation. Là. Donc,
Ça a vraiment créé une belle dynamique là, de travail, je dirais. Là. Je voudrais juste rappeler aux gens à la maison, on a déjà accueilli Pure Sphera dans une classe de maître. Pour ceux qui voudraient en savoir plus, c'est disponible sur notre site Internet dans la section « Pour en savoir plus » en haut, sous la section « Événements ». Donc, vous allez pouvoir en apprendre davantage sur Pure Sphera qui a collaboré avec Norbec. Donc, on sent vraiment, puis là, je me tourne vers toi, Marie-Lou, on sent vraiment une solide ambition là, de la part de Norbec de, je vais le dire comme ça, minimalement, de changer le monde, là, parce que pour l'instant, il n'y a pas de solution pour le polyuréthane. Mais, tu sais, je me mets dans la peau d'une entreprise là, qui voudrait commencer le développement durable. Est-ce qu'on est vraiment obligé de changer le monde pour commencer le développement durable? C'est quelque chose qu'on peut faire de peut-être Plus petit. plus petit, ouais! Bien, un peu comme les gens ont répondu, là, savoir par où commencer, c'est vraiment la première étape. Puis, tu sais, de vouloir changer de monde, c'est un peu ambitieux. Donc, nous, chez Norbec, notre stratégie, comment est-ce qu'on l'a attaqué, disons, là, c'est plus que on a fait un regroupement, en fait, d'employés motivés, mobilisés, qui voulaient participer. On a essayé d'aller chercher un joueur par département, donc vraiment pour avoir les compétences vraiment de tous les départements qui viennent s'entraider. Puis, c'est ça, on a créé notre propre comité de développement durable. Puis, c'était quoi, disons, une fois que le comité a été créé, ça a été quoi le premier projet que... Oui, bien, le premier projet, en fait, ça a vraiment été de se rassembler, puis on s'est auto-évalué. Donc, on a utilisé la norme BNQ 21000 pour vraiment venir comprendre où est-ce que Norbec avait des forces, où est-ce que Norbec avait des faiblesses, puis comment est-ce que, justement, on pourrait venir s'améliorer, là, c'est où, en fait, nos plus grandes faiblesses, puis on pourrait venir s'améliorer là, à ce niveau-là. À titre d'information, le BNQ est une unité d'affaires d'investissement Québec. Donc, en plus d'agir comme certificateur, le BNQ va également contribuer ou participer à la rédaction de normes qui porteront principalement là, le sigle BNQ, un numéro. Peut-être que certains d'entre vous êtes familiers avec, entre autres, là, la norme BNQ 14000, si je ne m'abuse. Donc, vous allez pouvoir trouver l'ensemble des informations sur le site Internet du BNQ. Je reviens vers toi, Marie-Lou. Qu'est-ce que l'exercice de BNQ 21000 vous a appris? Bien, en fait, ça nous a appris qu'on avait beaucoup de force dans la gouvernance, du côté social, mais qu'on avait quand même un travail à améliorer du côté environnement. Des fois, c'est peut-être juste aussi qu'on n'avait pas nécessairement la donnée pour pouvoir bien se positionner là, où est-ce qu'on se trouvait. Donc, ça nous a vraiment permis de prioriser là, c'est où qu'on devait mettre les efforts en premier. Puis, juste peut-être un petit point là, sur la donnée. Oui. Bien, en fait, la donnée, c'est vraiment le nerf de la guerre, je dirais. C'est vraiment ça qu'on essaie d'aller chercher. Puis, c'est vraiment important, en fait, qu'elle soit le plus réaliste possible. Parce que, en fait, on le vit des fois, là, justement. Là, nous, on fait notre bilan GES annuel, donc bilan de gaz à effet de serre. Puis, des fois, ça peut... dans certaines catégories, des fois, ça peut devenir un peu irréaliste si on est toujours sur des hypothèses. Donc, je pense que le but, c'est pas juste de rien faire pour commencer parce qu'on n'a pas les données, mais plutôt d'avancer, d'y aller avec des hypothèses, puis ensuite d'y aller une année à la fois. Où est-ce qu'on veut mettre les efforts? Où est-ce que ça va être il va y avoir le plus d'impact pour nous d'aller chercher la donnée, puis vraiment de se coordonner là, de cette façon-là. Donc, si je comprends bien, la mesure de GES annuelle, c'est un peu un genre de barème que vous mettez, puis sur lequel vous vous évaluez d'année en année. Exact. Bien, tu sais, il y a plusieurs choses par rapport à cette mesure-là. Premièrement, ça nous aide à déterminer où il y a de l'effort à mettre. Qu'est-ce qui a changé aussi? Parce que des fois, on perd à des places. De l'amélioration continue, c'est pas une ligne droite dans une direction. Là. Des fois, on gagne, on perd. Mais vraiment, pour nous, c'est un élément de base qui nous aide à déterminer les actions clés. Mais c'est aussi un outil pour déterminer quels projets sont les plus porteurs aussi. Mais ce n'est pas tout. Dans les projets porteurs aussi, on va vouloir évaluer. Faut tout le temps ramener ça à un objectif financier. Puis c'est ça qu'on essaie de mettre en place là, depuis quelques années. C'est vraiment, OK, c'est le fun, là, c'est beau parler on a des belles idées, on a des belles opportunités. Maintenant, il faut ramener ça dans un cadre financier où est-ce qu'on va dire, bien... on est capable d'aller créer la valeur pour l'entreprise parce qu'on a un retour sur investissement sur cette action-là. Puis c'est un peu le changement là, qui est en cours de réalisation. C'est intéressant que tu parles d'opportunités financières, Alexandre, parce que... Alexandre? Bon, oui. C'est pas changer de nom. C'est ça.
Donc, c'est intéressant que tu parles de ces opportunités financières-là parce qu'il y a des fois, il y a des opportunités qui surviennent en cours de route. Je pense que vous avez eu peut-être des enjeux avec de l'emballage. Puis quand on pense ces projets-là avec le développement durable en amont, on vient avec des solutions peut-être des fois un petit peu plus créatives ou quelque chose qu'on n'aurait pas nécessairement regardé de la même façon, si je ne m'abuse. Oui, effectivement. Une des problématiques, en fait, qu'on a reçues là, comme commentaire, là, c'était que dans le transport, en fait, nous, nos panneaux sont empilés un sur l'autre. Puis c'est comme ça qu'ils sont transportés au chantier de construction. Donc, nous, ce qu'on s'est fait rapporter, c'est que souvent, le premier panneau sur la pile, à cause du transport, il pouvait être brisé. Donc, il fallait améliorer notre emballage. Puis souvent, quand on parle d'amélioration d'emballage, le premier réflexe, c'est bon, on va en ajouter. On fait déjà un emballage, on va juste rajouter de l'emballage. Ça ajoute des coûts. On a même eu, il y a même une des solutions qui a été proposée d'avoir un panneau qu'on appelle sacrificiel. Donc, on le sait qu'il va être brisé. C'est un panneau produit que c'est fait pour être brisé. Au moins, ça protège le reste. Mais justement, avec le développement durable, ça nous a amené à réfléchir plutôt avec la pensée de l'éco-conception, puis de réfléchir notre emballage autrement. Donc, est-ce qu'on est vraiment obligé d'ajouter de l'emballage ou on peut plutôt l'optimiser? Est-ce que nos matériaux sont optimisés? Est-ce qu'on peut justement venir changer la méthodologie, comment emballer? Donc, en ce moment, on est vraiment là-dedans en train de réfléchir ce projet-là, puis comment est-ce que justement on peut, sans juste ajouter, puis en étant justement avoir un bon retour sur investissement, là, comment est-ce qu'on peut améliorer notre emballage pour que les panneaux soient moins brisés? Parce que le premier réflexe dans ce cas-là, c'est on a des panneaux brisés. Bon, c'est sûr que ça nuit à l'expérience client. L'installateur est sur des panneaux, il ne peut pas tous les installer, c'est pas plaisant. C'est de la pollution directe. Là. Puis toutes les solutions qu'on amenait, comme Marie-Lou l'amenait, comme elle mentionnait, c'est que ça rajoute des coûts. Donc là, tu absorbes les coûts, tu diminues ta rentabilité ou tu augmentes tes prix de vente pour ne pas toucher à ta rentabilité. Donc, tu te rends moins compétitif. Mais ultimement, tu règles ton problème. Mais dans toutes ces solutions-là, dans le fond, il y a comme pas vraiment de meilleure solution. Il y a juste une solution moins pire. Alors que si on le pense en développement durable, bien là, on peut peut-être limiter notre pollution, garder tous nos panneaux corrects, puis limiter peut-être les coûts qui vont être associés à ça. Puis ça rentre aussi dans, j'imagine, vos efforts de R&D là, dont on parlait plus tôt aujourd'hui. Là. Donc, ce que je comprends, c'est que penser le développement durable dès le départ, ça peut vraiment être payant. Oui, exactement. Donc, si on le pense en amont, juste le développement durable, c'est pas nécessairement un centre de coût. Ça devient vraiment un avantage, un atout là, quand on le pense stratégiquement. On parle depuis tantôt du polyuréthane qu'on a montré à la caméra, mais vous avez aussi des panneaux en laine de roche qui, que je vais montrer là, juste ici, qui sont aussi là, qui peuvent générer aussi des déchets en usine, post-production notamment. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Oui, exactement. Donc, en fait, c'est un deuxième produit que Norbec fabrique. La laine de roche, en fait, comment est-ce qu'elle arrive? On appelle ça, nous, en matelas de laine de roche. Donc, c'est vraiment comme en feuille de laine de roche. Puis, nous, on vient découper les dimensions qu'on a besoin pour rentrer dans la fabrication de panneaux. Donc, on se retrouve avec beaucoup de retailles de laine de roche pure. Puis, une des problématiques, en fait, c'est que nous, avec ces retailles-là, on ne peut pas les intégrer dans notre production. Donc, nous, on les jette. Mais ça reste que c'est une matière première pure qui va complètement dans l'enfouissement, comme Alexandre disait un peu plus tôt. Encore une fois, des coûts. Exactement, des coûts. En matière de coûts, justement, on a calculé que ça revient à plus de 100 000 par année. Puis, en termes de matière, c'est environ 650 000 kg de laine de roche là, qui est enfouie de notre production. Donc, en fait, avec cette analyse-là aussi, le but, c'est justement, est-ce qu'il y a un équipement qui peut nous permettre de venir la transformer? Parce qu'avec les retailles, on est conscient que c'est pas n'importe qui va acheter juste des retailles. C'est un produit moins intéressant. Exactement. Donc, avec un équipement comme une déchiqueteuse, ça pourrait la réduire en poudre. Puis, on pourrait la revendre pour la revaloriser dans une économie circulaire. Donc, probablement qu'il y a d'autres entreprises qui pourraient être intéressées à la racheter. Donc, ça aussi, c'est un projet qu'on évalue là, en ce moment. Les déchets de un deviennent la matière première de l'autre. Donc, projet d'économie circulaire, ça, c'est vraiment là, superbe. J'ai un collègue pour qui vos paroles résonnent probablement beaucoup. Je serais curieuse de l'entendre là-dessus. Je vais donc inviter mon collègue Nicolas Turgeon
directeur directeur productivité durable, pardon, chez Investissement Québec. Nicolas, joins-toi à nous. Bonjour. Marie-Lou, elle nous a parlé de développement durable. Elle nous a dit que le développement durable, c'était pas nécessairement un centre de coût quand on le pensait correctement. Est-ce que ça résonne pour toi? Absolument. Écoute, bonjour Marie-Lou, bonjour Alexandre, bonjour Audrey. En fait, effectivement, donc l'idée ici, c'est vraiment de travailler en amont, de penser justement le durable en amont, dès l'étape de conception, dès qu'on travaille avec les ingénieurs, on travaille avec les chimistes, avec les microbiologistes. Donc, vraiment d'arriver et pour mettre en place, en implantation, les meilleurs projets, les meilleures technologies et après ça, pour maximiser évidemment les gains économiques, les gains environnementaux et donc les gains tout court, les gains de productivité. Je pense que tu as quelques exemples pour nous, pour illustrer. Tout à fait. Quoi de mieux que des exemples en entreprise? Donc, on a une belle entreprise de la région de Saguenay qui s'appelle Promographe, qui font des vêtements personnalisés, promotionnels. Donc, on a accompagné l'entreprise pour faire ce qu'on appelle un ACFM, donc analyse des coûts de flux de matière. Je vais y revenir, ce que c'est. En fait, l'entreprise croyait que ces coûts de gestion des déchets, quand on parle de coûts de gestion, on parle vraiment des coûts associés au transport et à l'enfouissement, de 3 500 $ par année. Une fois qu'on a regardé l'ensemble de la chaîne de production et qu'on a regardé justement les coûts cachés, c'est plutôt 178 000 $ que l'entreprise avait comme coût total pour la gestion de ses déchets, donc après l'ACFM. 97 Audrey, de coûts cachés, c'est pas rien. Justement, Nicolas, c'est quand même choquant là, de voir ces chiffres-là. C'est quoi la réaction d'une entreprise quand tu lui dis, finalement, ça te coûte entre 50 et 60 fois plus cher que ce que tu avais anticipé? Déjà, en fait, l'ACFM, il faut le faire en collaboration avec les experts de l'entreprise. Donc, ce n'était pas une surprise quand on est arrivé avec les résultats finaux parce que l'entreprise travaillait avec nous autres. Mais effectivement, c'est, je dirais en bon français, un wake-up call quand même intéressant, très important pour l'entreprise pour faire les bons choix de projet. Entre autres, une fois qu'on a fait ce constat-là, on savait exactement où travailler dans l'entreprise. Il y a des stratégies qui ont été proposées à l'entreprise. Entre autres, un nouvel équipement pour la coupe de films d'impression, parce que c'est là qu'il y avait le plus de non-qualité, donc génération de déchets. On travaille avec des équipements, donc on propose des équipements nouveaux qui vont faire moins de non-qualité. Et pour l'entreprise, en fait, combiné avec d'autres actions, c'est plus de 100 000 $ de gains anticipés après l'implantation des stratégies pour cette entreprise-là. Donc, c'est un exemple très, très concret que si on le pense en amont, c'est ce que l'entreprise a fait ici. Donc, plutôt que d'installer un équipement un peu aléatoire dans sa production, elle a vraiment travaillé en amont. Elle a regardé justement avec l'analyse de coûts de flux de matière pour savoir où ça allait être le plus payant pour elle. Puis avant que tu passes au prochain exemple, non, tu peux revenir. Avant que tu passes au prochain exemple, on peut voir là, qu'avec les coûts qui étaient anticipés avant la CFM à 3 500 $ par année, ça valait peut-être pas nécessairement la peine là, d'investir dans l'équipement proposé. Mais une fois qu'on a le coût réel, là, ça change un petit peu là, le calcul. Le retour sur l'investissement, il est beaucoup plus rapide qu'on ne le croyait. Et puis, on le sait en entreprise, hein, c'est l'indicateur par excellence pour dire on y va ou on y va pas. Absolument. Alors, évidemment, c'est un moteur très, très intéressant. Donc, c'est quoi la CFM? En fait, la CFM vient d'une norme, une norme européenne, ISO, mais qui a été un petit peu démocratisée par l'Université Laval, donc pour vraiment identifier les coûts cachés. Donc, le coût total d'un déchet se décompose en deux parties. La première partie, ce sont les coûts de gestion des déchets connus des entreprises, c'est-à-dire transport et enfouissement ou valorisation par silica, traitement. Et les coûts qui sont en dessous de l'eau, donc la plus grande partie de l'iceberg, c'est les coûts de production des déchets. Donc là, c'est l'achat de matières premières, c'est la fabrication de ces déchets-là, donc la manutention, la main-d'œuvre. L'énergie qu'on met dedans. Et l'énergie, évidemment, aussi. Ce qui fait que, en général, Audrey, les entreprises sous-estiment de 15 à 30 fois le coût de leurs déchets. Ce qui fait que l'analyse de coûts de flux de matière est comme bien révéler, en fait, ces coûts-là, les coûts réels, et prendre des meilleures décisions en entreprise. Donc, un deuxième exemple, ici, on parle de productivité énergétique. Donc, valeur ajoutée par rapport à la quantité d'énergie qu'on va utiliser pour créer cette valeur-là. On a aussi une deuxième super belle entreprise de la région de Québec
SBI International, fabricant d'appareils de chauffage. SBI avait 7 projets dans ses cartons. Donc, des projets d'efficacité énergétique, des projets d'automatisation, robotisation. Et donc, parmi ces 7 projets-là, on a regardé en termes de productivité, mais cette fois-ci, productivité énergétique. Pour se rendre compte que le projet de rapatriement de la ligne numéro 3 à Québec était le projet qui avait le plus de valeur, autant au niveau manufacturier que durable. Donc ça, c'était un objectif de l'entreprise de réduire son besoin en énergie, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Elle souhaitait justement réduire et puis apporter un regard, puis s'assurer qu'elle fait le bon choix de projet en premier. Parmi ces 7 projets-là, en fait, les 7 étaient des très bons projets, mais lequel faire en premier? Je pense que dans le sondage, c'était dire par où commencer. Par où commencer, oui. C'est exactement ça ici qu'on a fait pour l'entreprise avec l'équipe d'experts d'Investissement Québec, de la vice-présidence d'innovation. Alors, ici, dans ce cas-ci, donc, ce projet-là, à lui seul, va permettre d'augmenter de 25 la valeur ajoutée produite par mégajoule utilisé. En plus de ça, ça se traduit par des gains économiques, pas les moindres, 2,8 millions par année de gains économiques en coûts évités et également en augmentation de production et éventuellement de vente. Parce qu'évidemment, on veut, une fois qu'on les a produits, ces poids-là, on veut les vendre. Donc, cerise sur le sundae, 5 mois de retour sur investissement. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui disent non à des projets avec un projet de retour sur investissement sur 5 mois. Alors, c'est des exemples très, très concrets en entreprise que nos experts en performance environnementale industrielle accompagnent. On a parlé tantôt un petit peu plus au début là, de l'événement, qu'il y avait peut-être possibilité là, de revoir la conception de son produit pour y intégrer là, une dimension plus développement durable. Est-ce que tu as des exemples dans ce contexte? Oui, tout à fait. Chez Investissement Québec, on doit être à l'avant-garde. En fait, on a des équipes qui travaillent en impression 3D métallique. Donc, ce qui fait que ces nouvelles technologies-là permettent justement de revoir la conception dès le début, utiliser moins de matière, utiliser des fois moins d'énergie, faire de la conception, en fait, des prototypes rapides pour aller le plus rapidement au marché, ce qui fait que ça aide justement. Donc, c'est de le penser vraiment en amont avec les experts en automatisation, mais aussi des experts en productivité durable. Ça donne bien. On a tous ces gens-là à l'interne pour pouvoir accompagner l'entreprise. Quand même. Ouais. Donc, prêt à passer à l'action, comme on aime, tu le sais, Audrey, on aime les choses simples chez Investissement Québec. Alors, si vous souhaitez gagner en productivité durable, écrivez-nous simplement « Je veux être contacté » dans l'espace clavardage et il y a des collègues qui vont vous contacter directement. Donc, pendant que vous écrivez, juste vous rappeler, Investissement Québec, donc solution de financement qui est connue, prêt investissement, programmes gouvernementaux, mais également aussi accompagnement, conseil d'affaires, transformation technologique, exportation et attraction d'investissements étrangers, stratégie de main-d'œuvre et certification. Pourquoi? En fait, on combine tous ces gens-là pour réaliser vos ambitions de compétitivité, d'innovation et de productivité. Excellent, Nicolas. Puis merci d'avoir rappelé un peu là, comment Investissement Québec peut amener du soutien auprès des entreprises. Je pense qu'on a aussi un beau programme là, qui peut supporter et financièrement et techniquement les projets des entreprises. Tout est dans tout, hein? On le sait. Donc, on a lancé il y a 1 an et demi l'initiative Grand V, dotée d'une cible de 4,5 milliards pour aider les entreprises justement à passer à l'action, accélérer leurs projets d'innovation et de productivité durable. Alors, par du financement flexible, on parle de jusqu'à 48 mois de moratoire sur le remboursement du capital, mais également aussi, on parle d'accompagnement jusqu'à une centaine d'heures offertes par nos experts si l'entreprise fait un prêt se qualifie pour un prêt de 250 000 $ et plus. Alors, on vient combiner et donc on disait par où commencer, puis se faire accompagner, c'est super important, on le voit. Alors, c'est là pour ça, donc grandv.ca. Avec toutes les informations qui vous ont été données sur comment Investissement Québec peut vous supporter dans vos ambitions, j'aimerais en profiter pour vous demander, à vous à la maison, qu'est-ce qui pourrait être vos avantages à gagner en productivité durable pour vous dans votre usine? Vous voudriez peut-être gagner en efficacité opérationnelle,
fabriquer des produits plus compétitifs. On a regardé peut-être pour de la conception de produits, exporter plus facilement avec nos équipes d'investissement Québec international, certifier des produits ou vos processus d'affaires pour rassurer vos clients. Donc, les équipes du BNQ peuvent travailler avec vous pour ça, réduire les dépenses, toujours un bon point de départ, ou encore accéder à du financement plus facilement avec nos équipes, notamment là, du réseau régional. Donc, je vous laisse quelques secondes, encore une fois, pour répondre aux questions à la question qui se présente à vous à votre droite. Et on va aller voir les réponses. Au gagnant en efficacité opérationnelle et le grand champion ici. Puis je pense que c'est toujours une quête infinie pour une entreprise manufacturière. On veut toujours être plus efficace dans nos opérations. Puis si je peux me permettre, dans n'importe quelle entreprise, là, même les processus d'affaires, on veut qu'ils soient le plus efficaces possible. Quand on parle d'excellence opérationnelle, donc gagner, le premier élément, c'est justement la chasse au gaspillage. Et là, c'est directement relié avec la productivité durable qui est rentable. Je peux même donner un exemple. Là. Nous, chez Norbec, le point de départ, en fait, pas le point de départ, mais un des indicateurs clés qu'on suit, c'est nos taux de rejet. Oui, oui, absolument. Puis en développement durable, moins tu as de rejet, moins tu gaspilles, moins tu utilises des ressources pour les jeter, finalement. On parlait de la CFN tout à l'heure. Puis, plus tu gagnes en efficacité opérationnelle parce que tu dégages la capacité manufacturière, plus que tu diminues tes dépenses parce que tu n'achètes pas des choses pour les jeter au vidange. Donc, ça va tout ensemble. Là, puis ça nourrit le développement de la productivité durable, ultimement. Et pas exclusivement la productivité durable, mais la productivité nette là, de l'entreprise. Là, pour reprendre l'expression de Nicolas, tout est dans tout. Tout est dans tout. Excellent. Merci beaucoup pour ce recap-là, Nicolas. Je reviens vers Marie-Lou, Alexandre. On a parlé de la productivité durable chez Norbec. On a parlé de déchets, on a parlé d'emballage, on a parlé de la laine de roche, on a parlé du polyuréthane qui soulève là, des petits défis au niveau de la province, disons. Est-ce qu'il y a d'autres façons de gagner? Puis là, on vient d'en voir une belle ici là, en réduisant nos déchets. Est-ce qu'il y a d'autres façons de gagner pour la productivité durable au niveau des opérations, des procédés, des processus d'affaires, quand on gère notre entreprise? Je viens de le dire, mais c'est vraiment trouver des façons de réduire les déchets à la source. Donc, réduire les gaspillages, c'est vraiment clé là, si on veut atteindre ces objectifs-là. Parce que finalement, tout ce qui vient après, c'est de trouver des solutions pour gérer ce qui n'est pas géré à la base. Donc, quand on parle, nous, de gérer le polyuréthane en termes de fin de vie, de rejet de production, bien, moins j'ai de rejet de production, bien, mieux je gère, moins j'en ai à gérer en fin de vie, puis moins ça devient un casse-tête. Mais après ça, ce qui se passe, c'est que il y a plein de choses qui peuvent être faites, là, ne serait-ce que travailler aussi avec... Nous, on est dans la construction, donc travailler avec les contracteurs, travailler avec les différents partenaires là, dans l'industrie de la construction pour... Puis ça va devenir une game collaborative aussi à un moment donné de dire, bien, OK, est-ce qu'on fait du tri sur les chantiers de construction? On l'entend de plus en plus, c'est quoi qui va être poussé. Il y a des initiatives par certains contracteurs généraux qui veulent réduire l'empreinte carbone de leur construction ou même des promoteurs immobiliers qui veulent réduire l'empreinte carbone de leur parc. Donc tout ça, ça l'amène de l'effervescence, je dirais, dans la chaîne d'approvisionnement manufacturière, dans la chaîne d'approvisionnement de la construction au Québec. Là. Non, absolument, absolument. Puis, tu l'as dit, Alexandre, là, ça va devenir une game collaborative, puis on a les défis de rejet post-production, donc tout ce qui se passe en usine. Puis, dans votre cas, vous avez aussi les défis post-consommation. Exact. Donc, à partir du moment où on va soit démanteler un building ou encore les retails là, qui se génèrent sur le chantier. Donc, ça fait quand même un double défi pour vous. Puis, c'est une réflexion qui va devoir se continuer, je pense, là, pour toute la vie de Norbec, là, parce qu'on génère là, des produits en continu. Puis vous êtes bien investi dans la productivité durable. Avant de passer à la période des questions, est-ce qu'on aurait peut-être un dernier petit mot qu'on voudrait lancer aux gens qui nous écoutent pour inspirer les entreprises à embarquer avec vous dans la quête de la productivité durable?
Moi, je dirais, lancez-vous. Je pense qu'il y aller un pas à la fois. Je pense que c'est comme ça qu'il faut le prendre. Il ne faut pas le prendre trop gros. Commencez par vous rassembler, les gens qui sont intéressés dans l'entreprise. Faites une auto-évaluation, mais débutez dès maintenant, puis essayez d'y aller un pas à la fois. Un pas à la fois, donc ça peut être de commencer par du compost au bureau. Ça se peut. Ça peut être comme ça. On est rendu à la période de questions. Donc, si vous n'avez pas encore posé vos questions dans la plateforme, je vous invite à le faire maintenant. On en a déjà reçu plusieurs, donc vous avez encore le temps là, de nous poser vos questions. Il est possible que nous ne puissions pas répondre à l'ensemble des questions qui auront été posées dans la plateforme aujourd'hui, mais ne vous inquiétez pas, on les garde et vous allez pouvoir recevoir les réponses là, directement par courriel pour avoir l'information dont vous avez besoin pour entamer vos propres projets. Donc, on se lance. Puis on a des questions là, qui ont été vraiment bien rédigées. Là. OK. Attention. Puis je pense, Marie-Lou, ça va être pour toi. Comment faut-il penser l'intégration du développement durable dans une stratégie d'entreprise? Est-ce que vous devez être visionnaire et avoir une vue long terme sur le sujet ou vous vous retrouvez davantage en mode réactif par rapport aux nouveautés du marché? Bien, je pense en fait que quand on commence, c'est pas nécessaire d'avoir toutes les réponses tout de suite, là, dès maintenant. Là. Je pense qu'il faut commencer par se lancer. Puis au fur et à mesure, bien, on aime se dire que nous, on construit l'avion en chemin. Puis c'est ça, il faut y aller petit pas par petit pas. Si je peux rajouter là-dessus, là, entre le moment qu'on a décidé de lancer des initiatives en développement durable qui portent le nom de développement durable, parce qu'on fait déjà... Tout le monde fait déjà des belles choses. On les capture pas, on les compile pas, mais entre le moment qu'on a décidé de se lancer là-dedans, quand on a commencé notre BNQ 21 000, mis en place notre comité, puis le moment qu'on l'a intégré comme un pilier stratégique dans notre planification stratégique, il y a quand même eu, je dirais, environ 4 ans. Là. OK, quand même. Okay? Fait on a eu le temps d'explorer, on s'est donné le temps d'explorer pour pas y aller trop dans le fluff, puis dans le wow, puis dans le... Faut que ce soit tambour et trompette. Là. Fait on voulait vraiment y aller en mode... mais explorons, essayons de nous faire une tête, essayons de comprendre nous-mêmes qu'est-ce que ça peut représenter pour Norbec. On s'est formé aussi, parce que c'est pas tout le monde qui se former. Bien, tu sais, les gens, il y avait des fois de l'intérêt là-dedans, mais il n'y avait pas nécessairement toutes les connaissances. Donc, c'est aussi quelque chose qu'on a fait, là, d'apporter une formation à l'ensemble du comité en éco-conception, par exemple, ou juste avec les bases du développement durable, le langage normal. Là, c'est aussi, on a fait ça dans les dernières années. Là. Donc, c'est, je pense, une période importante là, avant d'intégrer ça comme un pilier stratégique. Puis que là, quand tu l'intègres, bien, au moins, ça a une structure, puis ça a une colonne, puis on est capable de partir avec quelque chose de plus formel. Là. On a une personne qui nous demande, puis je veux qu'on prenne bien le temps là, d'y répondre parce que ça faisait partie des préoccupations des gens à la première question interactive. Comment bien identifier les priorités, les actions à poser? Question ouverte à tous. Bien, pour nous, il y a plusieurs approches. Nous, on est allé chercher de l'aide pour se starter dans la démarche, pour démarrer la démarche. Puis, c'est vraiment, pour nous, ça a vraiment été le BNQ 21 000 qui a été un déclencheur, là, de faire notre auto-évaluation de où on se positionnait. Ça a vraiment mis l'emphase où est-ce qu'il y avait des gains évidents, puis où est-ce que l'entreprise avait l'appétit de mettre de l'énergie. Parce que c'est pas vrai que... Bien, en fait, bravo ceux qui sont capables de le faire, mais c'est pas vrai que tu vas attaquer toutes les thématiques. Il faut que tu en choisisses. Puis il faut que tu dises, bien ça, on est capable d'aller chercher des gains, on est capable d'aller chercher de l'attraction des gens dans l'entreprise. Puis, on est capable de créer un momentum qui va amener de la valeur à la compagnie. Donc, nous, ça a vraiment été le point de départ. C'est pas contraignant, c'est quand même facile à faire. Puis, ça nous a donné une belle vision de où on avait des gains rapides à aller chercher. Mm-hmm. Puis, ce que j'aime aussi, Alexandre, je me permets de compléter ta réponse. C'est que vous avez des projets qui vont apporter des gains peut-être plus immédiats, des projets qui ont déjà des solutions disponibles pour y arriver. Mais vous avez aussi des projets comme la revalorisation du polyuréthane qui sont beaucoup plus long terme, des projets qui sont peut-être un petit peu plus complexes, mais on avance un pas à la fois. Puis, en parallèle, on a des projets qui, eux, avancent plus vite,
puis qu'on est capable de mettre là, des solutions concrètes le plus rapidement. Fait que d'avoir les deux, là, c'est un beau portfolio, je trouve. Alexandre, je te rassure, vous n'êtes pas les seuls. On a la chance d'accompagner beaucoup d'entreprises et puis c'est toujours la même question, c'est-à-dire par où commencer. D'ailleurs, ben, Audrey, tu sais, on offre des services d'accompagnement en plan d'action en productivité durable. Absolument. Qui est justement ça. Donc, identifier des idées d'amélioration. Des fois, c'est des idées d'amélioration qui viennent de l'entreprise directement. Des fois, c'est des idées qui viennent de l'interaction entre les experts d'Investissement Québec et les experts de l'entreprise. Et après, on les qualifie donc en fonction de leur faisabilité et de l'impact. Alors ça permet de voir tout de suite lequel projet commencer en premier. Je pense qu'on a une question aussi qui va résonner pour beaucoup de gens qui nous écoutent. Quels ont été les plus grands défis à mettre en place cette vision-là de développement durable? Moi, je dirais c'est On dirait qu'il y a une inside aussi, là. Bien, Alex l'a dit, c'est pas on fait une rencontre puis tout part de là, là. Ça a pris quand même 4 ans à ce qu'on soit mieux rodé, bien cadré, que ce soit bien intégré, que aussi, on est l'aval là, de la direction, que tout le monde embarque un peu dans le projet. Donc, je pense que le plus difficile, c'est ça, c'est vraiment de venir se cadrer puis que ça devienne une routine. Là. Puis, comme je donne souvent comme exemple, nous, on n'a pas personne qui a le titre là, d'expert environnement, expert développement durable. C'est vraiment les gens qui doivent faire de la place, comme moi, qui doivent faire de la place dans mon quotidien pour que les projets avancent. Donc, c'est de se donner le temps aussi, là, de pouvoir donner une priorité à ces projets-là. Faire de la place dans le quotidien, toujours un grand défi pour réaliser ce qu'on pourrait appeler les tout autres tâches connexes. Exact. C'est là aussi la balance avec, on parle de rendre le développement durable rentable, c'est d'amener la notion et les notions de développement durable en entreprise de façon progressive. On n'a pas commencé en disant « go, on engage un directeur de développement durable ». Puis c'est ça sa job, puis il coordonne tout. Puis non, c'est Marie-Lou qui fait ça à travers son quotidien. C'est une Catherine aux finances qui fait ça à travers ses fins de mois. Puis c'est une Patricia à l'achat qui essaye d'intégrer les notions d'approvisionnement responsable à travers son quotidien et ses négociations. Donc, c'est vraiment un travail, pour l'instant, c'est vraiment de travailler en groupe et d'aller se connecter sur le désir des gens à l'interne de se mobiliser pour changer ça. Puis il y en a parce que, honnêtement, c'est sûrement un des comités qui a le plus de traction dans l'entreprise depuis sa création parce que ça vient toucher les gens dans leurs valeurs. Oui, absolument. Puis même dans notre quotidien, là, on le voit, là, les impacts là, sur l'environnement que l'humain a. Là. Fait que ça devient important, je pense, pour chacun d'entre nous de prendre des actions. Tu parlais de la rentabilité, Alexandre, de ces actions-là. J'aimerais revenir sur le projet d'éco-conception de l'emballage. Tu sais, le premier réflexe qu'on pourrait avoir, c'est de mettre un panneau sacrificiel, mais ça, c'est un panneau qui nous a coûté de l'argent à faire. De mettre plus d'emballage, mais là, c'est plus de pollution, plus de coûts. Donc, de revisiter un peu comment on fait l'emballage de ces panneaux-là amène une rentabilité pour nous comme entreprise et une meilleure expérience client aussi pour celui qui réceptionne les panneaux qui ne seront pas brisés. Espérons-le. Tout à fait. Question pour toi, Nicolas. Oui. C'est directement en lien avec la CFM. Qu'est-ce qui explique que l'entreprise ne voyait pas les coûts cachés? Bien, en fait, c'est que... Et quels sont-ils? Quels sont les coûts cachés? En fait, je le disais au préalable, c'est-à-dire que l'entreprise, quand on lui pose la question, ça te coûte combien pour gérer tes déchets, tout de suite, instinctivement, ça va être le conteneur. Donc, le transport et puis également aussi l'enfouissement ou le traitement. Mais on l'a vu, donc, avec l'iceberg, donc tous les coûts cachés en dessous qui sont beaucoup plus importants, qui représentent en fait 15 à 30 fois le coût de gestion des déchets ou le coût total des déchets, bien, c'est l'énergie, c'est la matière première surtout, et également aussi la manutention. Donc, à cet effet-là, bien, justement, on a des programmes donc, qui permettent justement aux entreprises de pouvoir accéder à des experts pour réaliser des ACFM en entreprise, entre autres en collaboration avec Recyc Québec. Et donc, vous avez juste à nous contacter, puis ça va nous faire plaisir, en fait, de pouvoir prendre contact avec vous. Merci, Nicolas. Une dernière petite question avant qu'on passe à la conclusion.
Puis là, je ne sais pas si c'est des éléments que vous avez déjà en main ou vous êtes en train de les compiler, mais comment est-ce que vous mesurez vos résultats? Bien, pour l'instant, notre mesure principale, c'est vraiment notre analyse, notre bilan de gaz à effet de serre, puis nos taux de rejet. Pour l'instant, c'est vraiment ça qu'on va suivre de façon religieuse. Puis de là va découler d'autres KPI, d'autres indicateurs clés de performance éventuellement, là, quand on va... Bon, on garde ça simple. Ouais, on garde ça simple. Tu n'as pas besoin de combien. Mais déjà, le bilan, c'est pas simple. Mais c'est une mesure qui donne une lecture, quand même une belle lecture de ce qui se passe dans l'entreprise, là, surtout si tu vas chercher plus loin dans les scopes, si tu vas chercher des éléments dans les scopes 1, 2 et 3. Donc, ça donne un assez gros terrain de jeu pour aller chercher de l'amélioration sans aller chercher 10 indicateurs clés. Donc, on garde ça simple. Puis on est capable de se mesurer année après année sur les projets qu'on a faits antérieurement. Donc, quels sont les résultats qui découlent de ça. Merci beaucoup à tous les trois pour votre participation aujourd'hui. Merci à vous d'avoir été là à la maison, au bureau, dans l'autobus. On va avoir une dernière question interactive pour vous, mais plus de type sondage. Donc, pour mesurer votre satisfaction à l'événement d'aujourd'hui. Soyez sans crainte, les résultats ne seront pas affichés. Profitez-en pour nous donner vos commentaires. Également, je vous invite à nous partager des thématiques qui seraient d'intérêt pour vous pour les prochaines classes de maîtres. Parlant de prochaines classes de maîtres, vous allez trouver sur la plateforme directement un lien pour vous inscrire à notre prochaine classe de maître qui aura lieu le 9 juin prochain. Elle portera sur les perspectives économiques du prochain semestre. Donc, ne manquez pas ça parce que ce sera absolument intéressant. Également, je vous invite à nous ajouter sur LinkedIn si vous avez des questions, des commentaires qui vous surviendraient a posteriori. Donc, n'hésitez pas à ajouter Nicolas et moi ou Alexandre et Marie-Lou pour nous poser les questions qui resteraient après l'événement. Ça va nous faire plaisir de vous répondre sur la plateforme LinkedIn. Vous avez également d'autres liens pour nous joindre. Je vous invite à explorer notre nouveau site Web. J'en ai parlé un petit peu tantôt pour les précédentes classes de maîtres. Donc, je vous invite à aller explorer ça. Vous allez pouvoir trouver tout le soutien dont Nicolas a parlé précédemment dans l'événement, ainsi que les liens vers Grand V. Tous les détails seront disponibles sur notre site Web. Entre-temps, je vous remercie encore d'avoir été là. Ça a été un plaisir d'animer cette classe de maître avec vous. Mon nom est Audrey Bonin et je vous dis à bientôt.